Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur le média Archipel des Comores, nous recevons M. Mohamed Rafsanjani. Vous êtes constitutionnaliste, chargé d'enseignement à l'Université de Toulon. Vous venez de gagner le prix Guy Carcassonne il y a à peine 2 semaines. Donc ma première question, c'est de savoir quel est votre ressentiment face à ce prix. Alors, un ressentiment de beaucoup de fierté parce que ce prix, ça récompense un concours. Donc une présentation de beaucoup d'articles. Cette année, il y en avait une centaine. Et en plus, il n'y a pas de limite d'âge ou de fonction. Donc il y avait des professeurs qui avaient aussi candidaté. Donc gagner ce prix, c'est beaucoup de fierté. Je pense que c'est la première fois qu'il y a ne serait-ce qu'un non-français, donc un Africain, encore plus un Comorien. Donc beaucoup de fierté pour le pays. Ça récompense beaucoup de travail parce qu'il faut bosser l'article, il faut beaucoup travailler pour avoir ce prix. Mais on oublie souvent le travail à ce moment-là et on profite du prix, donc beaucoup de fierté pour ça. Ok. Pourquoi le choix de cet article intitulé Enfants des djihadistes, enfants de la République? Parce que, bon, moi je suis né aux Comores, je suis un migrant comme tout le monde, vous savez. Et je suis tombé dans un article qui expliquait que un sondage qui expliquait que la majorité des Français ne voulaient pas que ces enfants reviennent au pays parce que pour eux c'était une menace. Et je trouvais ça un peu bizarre par rapport aux valeurs que communique la France, pays des droits de l'homme, valeurs on va dire de fraternité. Et je me suis dit c'est intéressant d'expliquer que ce n'est pas un problème politique, en réalité c'est un problème juridique et qu'au regard du droit français, il était intéressant que ces enfants reviennent parce que c'était d'abord des enfants de la République et que dans cette histoire c'était un conflit qu'ils ne sont pas responsables, ils sont victimes et qu'en application du droit français, ces enfants devaient revenir. Donc c'était une manière d'expliquer qu'on ne peut pas tout politiser et qu'il y a des questions qui sont des questions de droit et qu'il faut revenir au droit souvent pour essayer de régler des problèmes qui sont polémiques. En fait, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes migrant, ça veut dire que vous avez passé votre scolarité aux Comores, vous avez eu votre bac aux Comores. Donc ma question, que représente ce prix pour vous en tant qu'un étudiant venant des Comores? Moi, effectivement, je viens des Comores, je suis né là-bas, j'ai fait toute ma scolarité là-bas, j'ai eu mon bac là-bas. Je suis venu ici spécialement pour faire des études. Je le rappelle d'ailleurs dans le discours du prix que c'est avec beaucoup de sacrifices qu'on m'a envoyé ici. Je pense que mes parents sont encore en train de rembourser ce prêt et j'ai eu beaucoup de difficultés, j'ai dû arrêter les études à un moment. Et donc ce prix, c'est une manière de dire que c'est comme si je remboursais tout le temps que j'avais perdu avant. Et c'est une manière de dire que, notamment montrer l'exemple, de dire qu'à la première difficulté, il ne faut pas lâcher, il faut s'accrocher, l'important c'est de savoir ce qu'on veut. Et ensuite, on n'est pas dans la compétition, la seule compétition qu'il y a c'est entre soi et soi-même. Et donc il faut se battre, s'accrocher et aller jusqu'au bout et un jour ça finit par payer. Et au moment où ça paye, au moment où on a le prix du travail, on oublie les souffrances et c'est que pure fierté, pur bonheur. Donc c'est un message qu'on envoie à tous nos compatriotes qui viennent ici pour faire des études, leur dire qu'il y aura des difficultés mais qu'il ne faut pas lâcher à la première difficulté. En parlant des difficultés, notamment actuellement on voit très bien qu'il y a énormément d'étudiants comoriens qui viennent faire leurs études en France et qui racontent beaucoup de difficultés et que malheureusement il y en a certains qui abandonnent les études. Est-ce que vous-même vous avez rencontré des difficultés? Parlez-moi un peu de... J'ai rencontré beaucoup de difficultés. Alors j'ai la difficulté classique d'être venu en France en étant hébergé. Donc c'est pas évident à gérer. Ensuite, très vite, j'ai eu mes frères et mes sœurs qui ont eu leur bac à leur tour et qui sont venus. Donc il a fallu quasiment que j'arrête mes études pendant 2 ans pour m'occuper de mes frères et de mes sœurs. Il fallait, en plus de faire les études, il faut vivre dans la vie de tous les jours, quoi. Et financer les études en France, c'est pas évident. Je me sentais pas d'appeler les parents aux Comores et leur dire envoyez-moi ceci, envoyez-moi cela. Donc oui, j'ai eu beaucoup de difficultés. Mais j'ai même eu des problèmes administratifs qu'on rencontre tous. Tout le problème du titre de séjour. À un moment donné, je me suis retrouvé sans papier, clairement. Et il a fallu prendre le train pour aller à Toulon, reprendre les études, la peur au ventre parce qu'on n'a pas de papier, on n'a rien, mais on s'accroche parce qu'on sait ce qu'on veut au final. Et évidemment, les gens, ils voient Rafsanjani aujourd'hui, peut-être ils voient la finalité, mais il faut savoir que Rafsanjani, c'est le résultat de beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves. Et au final, on finit toujours par y arriver quand on s'accroche et surtout penser à ce qu'on veut. Il faut avoir de l'ambition
et être prêt à payer tous les sacrifices qu'il faut, mais il faut s'accrocher. Donc les difficultés, ça fait partie finalement de l'éducation. On vient en France pour apprendre, ce n'est pas uniquement les bancs de la fac, mais c'est aussi apprendre la vie. Ça, c'est important. C'est la différence qu'on a entre nous, à qui on a eu la chance de venir à l'étranger, et ceux qui sont restés. C'est que nous, en plus de la formation qu'on a, on a aussi la formation de la vie de tous les jours, et ça, c'est important. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui viennent faire leurs études en France et qui racontent ces difficultés? Est-ce qu'il doit s'accrocher? Alors déjà, il y a deux conseils que je dirais. Le premier conseil, c'est qu'il faut aimer ce qu'on fait. Ça, c'est important. Et il faut qu'on arrête l'idée de dire je fais parce que je suis obligé. Moi, je fais du droit parce que j'aime ça, faire du droit. J'ai la passion. Moi, quand je me lève le matin pour aller à la fac, j'adore ça. Je n'ai pas l'impression d'être forcé. Donc le premier conseil, c'est trouver ce qu'on aime et le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se dire que la difficulté, c'est presque inévitable. Même l'échec, c'est presque inévitable. Moi, quand je suis arrivé, la première année, je ne la valide pas. Pourtant, j'ai toujours eu une scolarité parfaite. Quand j'échoue, je suis le premier surpris. Je me dis, mais comment ça se fait? J'ai toujours réussi. Mais le conseil, c'est ça, c'est qu'il faut se préparer à ce qui est imprévisible et toujours s'accrocher. Il faut avoir une finalité et peu importe les moyens, mais arriver à la finalité et s'accrocher. Et on y arrive, surtout quand on aime ce qu'on fait, c'est important. Parlons un peu du droit et aussi de la situation politique aux Comores. Vous tenez une chronique dans le journal Al-Watan, qui est le premier journal des Comores. Et finalement, à l'arrivée du nouveau directeur général, votre chronique a été arrêtée. Est-ce que vous savez pourquoi? Et pourtant, en fait, il y avait énormément de gens qui vous lisaient et qui suivaient vos chroniques. Je pense que le premier adversaire du politique, c'est la culture, c'est l'éducation. Les personnes qui nous dirigent, ces gens-là, ça les arrange l'ignorance du peuple. Parce qu'un peuple qui est éduqué, qui est éveillé, il connaît ses droits et du coup, il aura tendance à les réclamer. Et le but de ces chroniques, c'était de faire ça. Le but du chronique, ce n'était pas d'être un opposant. Le but de la chronique, ce n'était pas de faire l'opinion à la place des gens. C'était de dire aux gens, il y a des problèmes, voici comment les comprendre. Une fois que vous les avez compris, vous êtes des citoyens, vous faites votre opinion et vous décidez comme vous voulez. Mais un citoyen décide mieux quand il sait de quoi il s'agit. Donc c'était ça le but de la chronique. Et je pense que ça ne plaisait pas beaucoup le fait de rendre clair, de diminuer un peu l'ignorance pour que le citoyen comorien soit à même de prendre des décisions. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu la fin de la chronique. Mais vous savez, aujourd'hui, on est dans l'ère où ils m'ont arrêté la chronique, par exemple, j'ai trouvé un média pour parler. Je veux dire, on est dans une situation dans laquelle on ne peut pas aujourd'hui bâillonner la parole. C'est impossible. J'ai Facebook, j'ai Twitter, j'ai les médias, j'ai les conférences. Il y a peut-être 2, 3, 4 ou 5 personnes, mais les personnes à qui j'ai parlé, ils auront parlé à un autre et à un autre. Et c'est comme ça qu'on lutte contre l'ignorance et qu'on fait un peuple conscient des difficultés et qui peut choisir. Vous expliquez le droit dans vos chroniques, mais aussi dans les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui vous considèrent comme étant le juriste de l'opposition. Que répondriez-vous à ces personnes? Alors ça, c'est parce que, vous savez, aux Comores, on aime bien placer les gens dans des cases. Soit tu es pour quelqu'un, soit tu es contre quelqu'un. Aux Comores, on n'a pas encore la logique de la neutralité, on ne comprend pas ça en fait. Et en plus, la discipline que je fais n'arrange pas les choses parce que moi je fais du droit constitutionnel. Et le droit constitutionnel, l'objectif du droit constitutionnel, l'objectif de la Constitution même, c'est d'encadrer le pouvoir. Donc c'est très politique en fait, le droit constitutionnel, c'est un droit politique. Donc à chaque fois que je mets un avis, c'est facile pour certains d'y voir une opinion politique, c'est normal, c'est le jeu on va dire. Mais ce que je réponds, c'est qu'il faut regarder tous mes écrits, regarder toutes mes interventions, ils verront que moi ce qui m'intéresse c'est le droit. Quand quelqu'un ne fait pas dans la logique du droit, je le dis, je ne suis pas pro-opposition ou anti-pouvoir. Il se trouve que peut-être qu'aujourd'hui j'ai un discours qui plaît à l'opposition, peut-être. Et du coup ça les arrange, c'est leur problème. Mais un jour où j'aurai le discours contre eux, vous verrez qu'ils seront les premiers à le dire que je suis un juriste du pouvoir. C'est le jeu, c'est comme ça. Mais moi, je fais ce que j'estime être juste et je dis ce que j'estime être en accord avec le droit. Pour l'instant, j'ai la conscience tranquille. Actuellement, on parle d'une dictature aux Comores. Il y a des manifestations hors des Comores. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les caractéristiques d'une dictature?
pour que les gens puissent oui. comprendre. Alors c'est un mot, c'est vrai que c'est un mot qu'aujourd'hui qui est utilisé un peu à tort et à travers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, on a une démocratie, à la base. La démocratie, ça signifie quoi? Ça signifie que les dirigeants, nous les avons acceptés. Les lois, nous les avons faites. La dictature, elle intervient à partir du moment où la personne qui dirige, nous ne l'avons pas choisie. Les lois auxquelles on nous applique ne sont pas de notre volonté. C'est ça la dictature. La dictature, c'est lorsqu'on rend la souveraineté du peuple et vous avez des personnes qui s'autoproclament de la souveraineté et qui décident sans notre consentement. Elle est là, la dictature. Alors évidemment, il y a plusieurs formes de dictature. Aujourd'hui, on a même des dictatures qui ont les apparats de la démocratie. Et ceux-là, ils sont les plus compliqués à combattre parce qu'évidemment, ils se basent sur un texte, ils se basent parfois même sur le suffrage. Donc c'est très difficile à combattre ce genre de dictature. Mais ce qu'il faut se dire en tant que citoyen, c'est est-ce que j'ai choisi ce dirigeant? Première question. Les règles auxquelles on m'applique, est-ce que moi je les ai acceptées? Deuxième question. Est-ce que je suis libre de faire ce que je veux dans les cadres de la loi? Troisième question. Si dans ces trois questions tu réponds non, là il y a dictature, évidemment. Ouais. En fait, dès l'arrivée du président Azali Assoumani en 2016, on a vu très bien qu'en fait la Cour constitutionnelle a été supprimée, remplacée par une Cour suprême. Aussi, il y a eu les assises nationales, il y a eu un référendum, mais aussi des élections. Est-ce que tout ça a suivi la procédure normale, a suivi notre constitution? Alors, clairement, on peut répondre que non. Enfin, d'un point de vue juridique, clairement. Parce que, en fait, vous savez, c'est un peu comme le péché originel. Vous savez, quand vous péchez au départ, tout ce que vous faites, c'est péché. En fait, quand vous remontez à l'origine. C'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas regarder la fin, il faut remonter à l'origine. Et l'origine de cette histoire, c'est effectivement, vous l'avez rappelé, la décision que le président prend le 12 avril 2018 de transférer les compétences de la Cour constitutionnelle à la Cour suprême. Tout commence par là. Et cette action, cette décision était irrégulière. Elle était contraire à la Constitution. Elle était contraire à la Constitution simplement parce que la Cour constitutionnelle est une institution. Le président en est une autre. Une institution ne peut pas dépouiller une autre. Pour modifier les compétences d'une institution, il faut réviser le texte. Donc là, il y a eu une violation de la Constitution. Donc à partir de là, tout ce qui découle est contraire à la Constitution. Et tout ce qui a découlé, c'est quoi? A découlé un référendum, une élection présidentielle et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Bon, nous sommes dans une impasse institutionnelle parce qu'à l'origine, on n'a pas respecté le texte. Dès qu'on respecte le texte, tout va très bien en fait. Donc il n'y aurait pas d'impasse dès lors qu'on se remet au texte, simplement. En fait, on a changé des constitutions. Et du coup, ma question, qu'est-ce qui a changé de la constitution de 2001 et la constitution actuelle? Alors, j'ai envie de dire que ce qui a changé, c'est tout. Puisqu'à la base, on a présenté ce texte comme étant une révision constitutionnelle. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était une nouvelle constitution et tout a changé. On a changé la forme de l'État. Avant, on était dans un État fédéral avec des îles autonomes. Aujourd'hui, on est dans un État unitaire. Donc, fini l'autonomie des îles. Voilà, on a une union, mais en réalité, on a un État unitaire. On a changé même la place de la religion. Aujourd'hui, la religion n'est plus la religion d'État. Aujourd'hui, l'islam est censé être la religion de tout le monde. Ceux qui le veulent ou ceux qui ne le veulent pas. Donc on peut imposer une manière d'être. Et en plus, ce n'est pas l'islam au sens général, mais l'islam sunnite. Ce qui a changé, c'est quoi? Ce qui a changé, c'est par exemple que les îles ont des gouverneurs qui n'ont plus l'autonomie qu'ils avaient avant. Ils ne peuvent même plus choisir leur cabinet librement. Ils doivent demander l'avis du gouvernement. Même les législateurs, même le Parlement ne peut plus voter la loi tranquillement. Pour voter une loi aujourd'hui, le législateur est obligé de soumettre sa loi à avis au gouvernement, alors qu'ils sont les représentants de la nation. Donc on a fait une sorte de recul en arrière par rapport à la Constitution de 2001. On n'est pas sûr que ça va fonctionner. Le pire dans tout ça, c'est que cette Constitution n'est même plus respectée par ceux-là même qui l'ont voulu. Donc on se retrouve dans une impasse avec un texte auquel on ne sait pas aujourd'hui le résultat que ça va donner. Voilà. En fait, actuellement, on voit très bien qu'il y a des manifestations, très particulièrement en France, pour l'état de droit, contre la dictature, contre la fraude électorale. Comment vous analysez ces mouvements? Je pense que c'est assez sain dans une démocratie que des opinions contraires s'expriment, c'est normal. Je pense qu'elles s'expriment plus dans la diaspora parce que l'espace
de communication est libre et qu'aux Comores, malheureusement, aujourd'hui, on a du mal, ne serait-ce qu'à se réunir, parlons pas à s'exprimer. Donc moi, ce que j'analyse, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui ne peut pas se faire sur place qui se fait ici. C'est la moindre des choses que d'exprimer un mécontentement. C'est la mission première du citoyen. Le citoyen participe à la vie de la cité. Si la vie de la cité ne fonctionne pas comme il faut, il est dans son devoir en tant que citoyen que de s'exprimer. Le citoyen, vous voyez, c'est un homme politique à la base. Parce que la politique au sens noble du terme, parce qu'aujourd'hui quand on dit politique, on pense aux politiciens. Non, la politique au sens noble du terme, c'est ça. C'est je m'intéresse aux affaires de la cité. Être un citoyen, c'est faire de la politique. Je dois m'intéresser aux affaires de la cité. Parce que si je ne m'intéresse pas, d'autres le feront à ma place et le feront peut-être mal. Donc comme ce qui se passe dans la cité n'est pas à mon goût, il est de mon devoir de citoyen que de l'exprimer. C'est tout à fait normal. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Ça c'est un autre problème, mais avant que ça change quelque chose, il faut l'exprimer. Donc c'est normal, c'est dans la logique des choses. Pour ma dernière question, on voit très bien qu'en fait, dans ces mouvements sociaux en France ou aux Comores, on voit très bien l'absence de la jeunesse dans les engagements politiques. Donc pour ma question, que direz-vous à ces jeunes qui hésitent aujourd'hui à s'engager politiquement ? Alors moi je leur dirais deux choses, je rappellerai ce que je viens de dire, c'est que l'engagement politique c'est noble. Il ne faut pas avoir la vision politique de nos aînés, de la politique carriériste où je fais de la politique parce que je veux faire carrière. La politique c'est noble. J'ai envie de dire que c'est même le propre du citoyen. Si vous ne faites pas de la politique, c'est-à-dire que si vous ne vous engagez pas dans la vie de la cité, eh bien, c'est comme si on vous avait amputé de ce qui fait votre citoyenneté. Donc il faut s'engager politiquement. Et puis la deuxième chose, c'est que si on ne s'engage pas politiquement, eh bien, on n'aura pas une assise idéologique. Parce que ce qui compte, en fait, ce n'est pas de lutter contre des hommes. Ce qui compte, c'est lutter contre un système. Donc nous, ce qu'il nous faut, c'est une idéologie, un projet, quelque chose qui va venir en remplacement de ce système. Et ça, c'est à nous, la jeunesse, de le faire. On doit s'asseoir, on doit réfléchir. On doit arrêter d'être pressé. On doit s'asseoir et réfléchir. C'est important. Ça prend du temps, mais c'est ce qui compte. Parce que si on n'a pas une idéologie, si on n'a pas de projet, peut-être qu'on arrivera à chasser un homme, mais il va en pousser un autre, peut-être encore pire. Et une fois qu'on aura fait la révolution, on va se retrouver 2 jours, 3 jours, 4 jours plus tard à vouloir faire une contre-révolution pour chasser celui qui est revenu. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait que chasser des hommes, on ne chasse pas un système, on ne réfléchit pas. Je dis toujours que la France a fait la révolution française, c'est vrai, ils ont pris la Bastille le 14 juillet, mais la Bastille, ce n'est qu'un mur. Hein. Mais pourquoi la prise de la Bastille est devenue une révolution ? C'est parce qu'avant, il y a eu la philosophie des Lumières, il y a eu des gens qui ont réfléchi. Donc quand ils ont fait tomber les murs, ils ont fait tomber un système. Parce qu'à la base, ils savaient quoi remplacer. Ils avaient une philosophie derrière. Donc nous les jeunes, on doit s'asseoir, on doit réfléchir. Il faut qu'on arrête d'être pressés comme nos aînés. Il faut qu'on réfléchisse à un projet qui viendra en remplacement de ce système. Pour qu'on n'ait pas à être éternellement en train de lutter contre des hommes, mais qu'on soit à même de placer un nouveau système qui répondra à nos souhaits et qui nous permettra de ne pas rater le rendez-vous avec l'histoire, parce que c'est ça qui compte. Allez-vous vous engager en politique ? Mais moi je suis déjà très engagé, moi. Je suis très engagé politiquement au sens, j'ai envie de dire, en tant que citoyen. Et il est sûr que je ne laisserai pas la place aux gens. Si j'encourage les gens de s'engager politiquement pour changer le pays, c'est parce que j'estime qu'on a un devoir envers ce pays. C'est un devoir générationnel. Si on rate ce rendez-vous avec l'histoire, si on n'y va pas pour nous engager, il faudra attendre une autre génération. Et je ne suis pas sûr qu'on pourra résister 44 autres années dans la même médiocrité. Donc voilà, s'il faut montrer l'exemple, je m'engage, aucun problème. Je le fais pour la nation. Merci beaucoup, M. Rafsanjani, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bientôt avec un autre invité. Merci. Merci beaucoup.